Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info. Beaucoup de sujets à voir avec vous. Le budget, l'actualité internationale, évidemment, on en parlait dans le journal, l'Iran, le Venezuela aussi. Mais d'abord, cette menace de Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui assure ne vouloir ni censure ni dissolution. Et pourtant, il a demandé au ministre de l'Intérieur de se préparer à des législatives au mois de mars, au moment donc des municipales. Est-ce que vous y croyez ? Écoutez, moi je pourrais l'espérer en tout cas, parce que je pense que le retour aux urnes, alors vous savez que nous c'est les présidentielles que nous souhaitons, oui, plus que des législatives, mais on prendra ce qui viendra. Ça serait une manière de résoudre l'impasse dans laquelle nous sommes depuis juillet 2024, c'est-à-dire un président de la République qui maintient un gouvernement minoritaire, qui essaye de passer en force, qui essaye en tout cas de passer des textes minoritaires, budgétaires, et ça ne marche pas. Donc au moins ça serait une manière de le résoudre. Ça a quand même marché sur le budget de la Sécu. Oui, mais vous voyez bien que sur le budget de l'État, ça ne fonctionne pas. Et sur le budget de la Sécu, ça a marché à partir du moment où ils ont eu des concessions d'une des oppositions, en l'occurrence le groupe socialiste. Mais je ne crois pas que ce soit une manière de gérer le pays. Donc je pense que le retour aux urnes... Le jour des municipales, c'est une bonne idée ? Alors, je pense que le retour aux urnes serait nécessaire. Maintenant, si vous me demandez, à mon avis, quelle est la préoccupation de Lecornu, je ne pense pas qu'il souhaite une dissolution, mais on voit bien qu'il met une pression. Il met une pression notamment vis-à-vis à la fois du groupe socialiste et des LR, c'est-à-dire ceux qui, j'allais dire presque de manière symétrique, pourraient ne pas voter le texte, ça c'est quasiment sûr. Je ne pense pas que le texte budgétaire passera par le vote, mais qui pourrait censurer le gouvernement selon ce qu'il y a dans le texte. Or, ce qui se passe aujourd'hui, on va en parler, mais ce qui sort de la commission qui s'est achevée hier, la commission des finances, c'est que il n'y a pas matière aujourd'hui à même d'infimes concessions. C'est-à-dire tout ce que le Parti socialiste a mis, par exemple, comme ligne rouge cette semaine, tout ça a été battu. On va y revenir sur le budget, mais donc juste pour bien comprendre, pour vous, cette proposition de dissolution, de retour aux urnes, c'est une manœuvre politique de la part de je pense que c'est Sébastien un Lecornu ? coup de pression qui est mise, plus qu'avec des fuites d'ailleurs sur cette affaire d'organiser les élections pendant les municipales. Bon, j'y crois pas trop, mais je vous le dis, si jamais on y vient, et nous on va essayer d'y venir, parce qu'on censurera un gouvernement qui utilisera le 49.3, eh bien on sera prêt à assumer et à assurer. Alors, si vous assumez d'ailleurs, est-ce que vous assumerez seul une élection législative, ou est-ce que vous dites, bon, il y a encore de l'espoir d'arriver à s'entendre avec écologistes, socialistes ? Mais écoutez, s'il y a des législatives anticipées, il n'y a pas de raison que nous ne fassions pas ce que nous avions fait lorsque on en parlait beaucoup, vous savez, à l'automne, où nous avons immédiatement proposé à nos partenaires du nouveau Front Populaire de repartir ensemble. La seule condition que nous mettions, c'était sur le programme du nouveau Front Populaire, ce sur quoi nous étions élus. Et si vous vous souvenez... Pas sur le programme du budget de la sécurité sociale que les socialistes ont voté. Bien sûr que non, sur le programme du nouveau Front Populaire. Les écologistes étaient venus à cette réunion, le groupe communiste à l'Assemblée était venu à cette réunion, le Parti socialiste n'était pas venu, c'est sa responsabilité, mais on voit bien qu'il y a peut-être matière, s'il y a des élections anticipées, à ce qu'on se retrouve avec ceux qui, j'allais dire, restent fidèles à notre programme. Mais vous pourriez toujours considérer les socialistes dans ce camp-là, malgré tout ce qui s'est passé ces derniers mois ? C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que nous entendons, eux-mêmes l'excluent. Je vous rappelle que même sur les municipales, ils n'en ont pas ils excluent même des accords au second tour. J'ai encore entendu aujourd'hui le maire socialiste de Marseille qui les exclut après Emmanuel Grégoire à Paris. Donc on voit bien que c'est pas eux. Eux n'ont pas très envie. On va pas non plus, je veux dire, faire boire un âne quand il n'a pas soif. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais en tout cas, la proposition sera à la table à partir du moment, c'est la condition, où évidemment c'est sur le programme du NFP. Ça ne peut pas être sur un autre programme que celui auquel on a été élu. Alors, vous le disiez, Éric Coquerel, la commission des finances a donc rejeté cette nuit le volet dépenses hier soir de ce budget de l'État. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça présage de ce qui va se passer dans l'hémicycle et que donc le 49.3 est inévitable ? Moi, je pense que oui, ça le présage. C'est-à-dire que en fait, pour bien comprendre, en première lecture, le texte avait tellement été rejeté qu'il n'y a pas eu une voix pour. C'est exactement ce qui s'est passé hier. Bon. Et contrairement à la première lecture, on avait eu dans le cours du débat, si vous voulez, des amendements qui avaient été votés pour taxer les plus hauts patrimoines, pour taxer les plus grandes les profits des plus grandes entreprises, pour à la fois abaisser un peu la baisse des dépenses, les coupes budgétaires prévues par le gouvernement. Là, quasiment rien de tout ça. C'est-à-dire que
On a heureusement battu le texte, mais dans le cours du débat, notamment parce que le Rassemblement national a voté beaucoup de coupes budgétaires ou de dépenses fiscales en plus avec le gouvernement, des exonérations, des crédits d'impôt en faveur des plus privilégiés, enfin avec les forces qui se réfèrent au gouvernement, ça a été plutôt négatif sur le contenu. Donc on s'écarte, j'allais dire, d'une possibilité de compromis. Ce que vous êtes en train de dire, Éric Coquerel, c'est que même en cas de passage avec le 49.3, il serait inacceptable que les socialistes ne votent pas une censure. Là, tel qu'aujourd'hui on sort de la commission, je ne vois pas matière même à faire semblant, si vous voulez. C'est-à-dire, si on se souvient bien, les socialistes n'avaient pas censuré François Bayrou en février 2025 sur pas grand-chose. Il y avait 4000 postes d'enseignants qui ne seraient pas supprimés. Finalement, ils sont supprimés dans le budget. Et par exemple, un amendement a été proposé par les socialistes là en commission pour revenir dessus. L'amendement a été battu. Donc, ils avaient accepté de ne pas censurer François Bayrou avec le conclave. On sait qu'il n'en était rien sorti. Donc, pas grand-chose. Oui. Bon. Là, cette fois-ci, j'ai cru comprendre. J'ai vu que Monsieur Boris Vallaud mettait des points qu'il appelle des lignes rouges chez certains de vos confrères. Eh bien, j'observe que ces lignes rouges, que ce soit en texte de taxation des hauts patrimoines, que ce soit en coupe budgétaire vis-à-vis des APL, vis-à-vis des revenus d'activité, tout ça a été battu. Mais... Donc je dis que pour l'instant, je ne vois même pas matière à ce qui pourrait justifier la concession que nous ne ferions pas, parce qu'on pense qu'on serait loin du compte, mais que les socialistes pourraient faire. Et à mon avis, c'est pour ça que Monsieur Lecornu fait cette pression à la dissolution, parce qu'il n'aura pas grand-chose à donner, à mon avis. Mais Éric Coquerel, ce qui a aussi changé, c'est que nous sommes le 11 janvier, c'est que nous sommes en loi spéciale, et donc les marges de manœuvre pour les députés, elles se sont réduites. Sans rentrer dans les détails techniques, mais on ne peut pas, parce que l'année a commencé, réintroduire tout ce qui est pénaliser les contribuables, donc notamment les rabots sur les niches fiscales, la réforme de l'abattement de 10% sur les retraités, etc. On ne peut pas le réintroduire en cours d'année. Il y a aussi cette fameuse disposition dite de l'entonnoir. On ne peut pas ajouter des mesures qui n'ont rien à voir avec ce qui avait été débattu avant, parce que nous sommes en deuxième lecture à l'Assemblée. Donc concrètement, est-ce qu'on n'a pas perdu du temps ? Est-ce que c'est pas dommage de ne pas s'être mis d'accord sur la première version ? Parce que ce qu'on a aujourd'hui est plus compliqué à amender. Donc vous vouliez quoi ? Vous vouliez qu'on accepte un budget d'austérité ? Non, je dis juste qu'aujourd'hui, il y a 2 milliards de plus à trouver que dans la première lecture. On ne peut pas demander à l'opposition, pour avoir à tout prix un budget, de voter un mauvais budget pour le pays, parce que c'est ça qu'on nous propose. Bon. Mais celui-ci semble-t-il plus mauvais que ce qu'il aurait pu être ? Exactement, mais il était déjà très mauvais. Donc, il ne correspond ni aux grandes préoccupations de l'heure, c'est-à-dire aux nécessités d'investissement massif. Parfois, la politique, c'est aussi éviter le pire. Comment ? Parfois, la politique, c'est aussi éviter le pire et pas seulement rechercher le meilleur. Oui, mais le pire, c'est ce qu'on nous présente. Le pire, c'est la politique qui sévit depuis 2017, qui amène le pays à la désindustrialisation, qui relance en ce moment le chômage, qui a augmenté le taux de pauvreté. Enfin, je ne veux pas vous faire la liste, mais qui contredit la propagande du gouvernement. On a l'impression que tout va bien au niveau économique. Non, tout ne va pas bien. Et les Français en souffrent tous les jours avec leur pouvoir d'achat. Donc tout ça, on nous propose de le continuer avec ce budget. On ne va pas demander à l'opposition, qui en plus est arrivée en tête en juillet 2024 sur un tout autre programme, de dire bah oui, on va vous laisser faire. Bon, on est dans une situation d'ailleurs où le gouvernement a beaucoup de responsabilités. Parce que vous parliez de la loi spéciale. Il a appliqué, pour bien comprendre la loi spéciale, pour que les gens nous écoutent, c'est le fait de dupliquer le budget voté en 2025, possiblement, sur l'année suivante. Les Espagnols font ça depuis 3 ans. J'ai pas l'impression que d'un point de vue économique, ça aille si mal que ça en Espagne. Alors je dis pas que c'est un objectif, mais en tout cas, ça peut permettre de tenir quelques mois. Pour que on ne tienne pas quelques mois et que le gouvernement mette une espèce de pression en disant, vous voyez bien, on ne peut pas faire, on ne peut pas payer ma prime rénov, on ne peut pas fournir des munitions à l'armement. On ne peut pas faire les aides aux agriculteurs, par exemple. Mais on ne peut pas. Bien, tout ça est faux. Tout ça est faux. Parce que vous pouvez très bien appliquer une loi spéciale qui duplique les budgets et non pas qu'il y ait une version minimaliste. Le gouvernement a fait une version minimaliste de la loi spéciale. Il n'y a aucun texte. Qui était sur quelques articles. On pourrait faire une loi plus importante que ça. Bien sûr, on pourrait faire une loi spéciale qui permet d'utiliser tous les crédits votés en 2025 et pas seulement, en gros, ce que fait le gouvernement, les crédits pour payer les fonctionnaires. Il n'y a rien. Attendez, vous la voteriez, cette loi spéciale ? Vous la voteriez, cette loi spéciale ? On l'a votée, de toute façon. Je vous fais remarquer. Mais vous la voteriez si une loi spéciale un peu plus étendue, on va dire ? Il aurait surtout fallu l'appliquer comme ça. Mais le gouvernement, de ce que je comprends, par exemple, ne nous propose pas un budget de l'an dernier qui serait rectifié à l'inflation. Il propose toujours des budgets avec plus d'austérité. Il aurait eu l'occasion de dire on va faire un compromis, on va essayer de faire un budget minimaliste, mais qui ne fait pas autant de coupes, qui ne fait pas les coupes
coupes budgétaires prévues, par exemple, par rapport aux années précédentes. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent continuer à imposer leur politique. Éric Coquerel, vous dites finalement la loi spéciale, c'est pas si grave. Enfin, si on en croit les chiffres de Bercy, pour 2026, on va avoir un déficit de 5,4 voire 5,5% du PIB. C'est pas la loi spéciale. Pour l'instant, c'est là où on en est avec le budget. Aussi, c'est le résultat d'une impasse budgétaire c'est également. Le résultat. Là, les 5,4% dont vous parlez, que Bercy évoque, c'est là où en est le budget sorti du Sénat, parce que le Sénat, comme il a fait des cadeaux fiscaux encore aux plus riches en plus, eh bien, il a réussi à augmenter les déficits. Et pour vous, c'est pas si grave d'en rester à ce stade-là, où il faut est-ce que vous vous accordez sur l'objectif de réduction en dessous des 5% évoqués ? Vous savez, nous, on a fait un contre-budget où on a été chercher 150 milliards de recettes nouvelles en plus, uniquement sur les ultra-riches et très grandes entreprises, et ça abaissait le budget, le déficit en dessous de 5%. Donc nous, on dit qu'on peut le faire, mais il est hors de question de baisser le déficit sur le dos des Français pour payer les cadeaux fiscaux aux plus riches. C'est exactement ce qu'on nous fait depuis des années, et ça a un effet. C'est que quand vous faites payer ça aux Français, vous avez un effet récessif sur le pouvoir d'achat. Or, vous le savez, le pouvoir d'achat, la consommation intérieure, c'est ce qui tient l'économie française. Donc, qu'on nous demande un peu moins pas, ces derniers temps, quand même. Là, justement, oui. Du fait de la politique menée, vous avez raison. Mais ce que je veux dire, c'est traditionnellement, la structuration de l'économie française repose beaucoup sur la consommation intérieure. Quand vous attaquez le pouvoir d'achat en baissant les budgets des ministères, donc par exemple les commandes publiques qui peuvent être faites par eux, en faisant en sorte d'avoir une année blanche sur toutes les prestations et autres, eh bien vous attaquez le pouvoir d'achat. Donc c'est une politique qui est non seulement injuste, inégale, mais qui, d'un point de vue économique, est imbécile, j'allais dire. Éric Coquerel, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques secondes pour parler notamment de l'actualité internationale. D'abord, l'info en 1 minute, 9h moins le quart, Diane Ferchit. Et les États-Unis se tiennent prêts à aider l'Iran. C'est en tout cas ce qu'affirme le président américain Donald Trump. L'Iran aspire selon lui à la liberté. Les manifestations contre le régime se poursuivent depuis 2 semaines dans le pays. Cela fait plus de 2 jours qu'Internet est coupé dans l'ensemble de l'Iran. En Savoie, 800 personnes qui cherchaient à rejoindre le domaine skiable des Trois-Vallées ont dû être mises à l'abri dans des centres d'hébergement au cours de la nuit. Des automobilistes qui se sont retrouvés coincés dans des bouchons provoqués par des chutes de neige. Et attention aux avalanches dans les Alpes. 3 skieurs sont morts hier, 2 à Val d'Isère, 1 à Arèche, Beaufort, tous 3 évoluaient en hors-piste. Vont-ils bloquer le port du Havre ? C'est en tout cas l'objectif des agriculteurs. Ils sont près de 300 sur place avec des tracteurs. Ils veulent, disent-ils, contrôler la provenance des produits après l'aval donné par Bruxelles à l'accord avec les pays du Mercosur. Il était le fondateur du groupe de rock californien Grateful Dead. On a appris la mort du guitariste Bob Weir. C'était une des icônes de la contre-culture américaine des années 60. Bob Weir avait 78 ans. France Info. Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Camille Vigogne-Lecoat. Et nous sommes toujours avec Éric Coquerel, député insoumis de Seine-Saint-Denis. On voulait vous parler d'international, d'Iran particulièrement, où les manifestations populaires continuent, prennent de l'ampleur, malgré la répression violente, malgré la coupure d'Internet. Est-ce que vous soutenez les manifestants ? Pleinement, oui. Il faut en parler beaucoup, parce que là, il y a huis clos. Et j'entendais certaines de vos confrères sur une radio du service public il y a quelques minutes qui parlaient malheureusement de très certainement une répression plus forte encore que lors du dernier mouvement. Donc bien évidemment, on les soutient entièrement, c'est-à-dire à la fois ils ont des revendications sociales sur la liberté face à une théocratie iranienne que l'on connaît. Et ils disent aussi autre chose, enfin en tout cas les représentants, on va dire, de la gauche iranienne en France font passer un message, c'est qu'ils ne veulent pas être récupérés par des puissances étrangères type Donald Trump, impérialistes et autres. Pourquoi ? Parce que d'une part, ils ne se reconnaissent pas c'est pas parce qu'ils combattent la théocratie iranienne qu'ils se reconnaissent dans ce qui est en train de faire Trump, mais surtout, ça les dessert, parce qu'évidemment, le régime iranien s'appuie là-dessus pour dire, en réalité, ces manifestants sont au service d'Israël, etc. Donc ça, c'est un message qu'il passe, et je crois qu'il est important. Donc, plein et entier soutien à ces manifestants, et j'espère qu'il faut vraiment, comme le huis clos est installé, il faut en parler encore plus. On doit souhaiter que ce régime finisse par tomber, bien sûr. Pour autant, il y a eu dans l'alliance bolivarienne, alors je sais, vous allez dire, on vous en parle à chaque fois, mais l'alliance bolivarienne pour laquelle plaidait Jean-Luc Mélenchon, l'Iran faisait pas partie. L'alliance bolivarienne, c'est absolument pas ça. L'alliance bolivarienne, non, vous n'êtes pas partie, mais était un État observateur. Oui, mais l'alliance bolivarienne n'incluait pas l'Iran. Là, seul vous parlez, c'était l'Albad au moment de Chavez sur certains pays d'Amérique latine qui étaient à gauche, et nous, on considérait que la France étant aussi
quelque part un pays d'Amérique latine, par la Guyane, par les Caraïbes, aurait pu faire partie de cette alliance. Mais ça n'avait aucun rapport avec l'Iran, et ça n'avait même aucun rapport avec l'origine aujourd'hui de M. Maduro, c'était Hugo Chavez. Donc ça n'a aucun rapport. Bien évidemment, je reviens à votre question, bien évidemment, on souhaite, mais c'est pas nouveau. Si vous regardez tous les écrits de nos responsables et dirigeants vis-à-vis de la théocratie islamiste en Iran, nous avons toujours été opposés fondamentalement à cette théocratie, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Vous dites c'est une théocratie islamiste, mais dans votre parti, certains ont mis surtout en avant des motifs de pouvoir d'achat, de vie chère, qu'on entend dans les manifestations. Non, pas du tout. Juste vous citer Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, qui a eu une sortie justement à ce sujet-là et qui vous a reproché de ne pas mentionner la nature même du régime, en disant que c'était un crachat sur la tombe des centaines de jeunes filles et de garçons militants pendus, violés, disparus dans les prisons de la dictature islamiste et des mollahs. C'est une attaque qui vient de la gauche. Comment vous réagissez ? Écoutez, c'est une attaque surtout qui vient de gens qui sont très printemps républicains, et je leur conseille de ne pas parler au nom des manifestants et au nom de ceux qui se soulèvent. Voilà. Ils ne parlent pas au nom des manifestants. Mais si, à des fins de récupération politicienne et de critique des LFI, c'est vrai que c'est le moment de critiquer les LFI quand il faudrait au contraire afficher une solidarité unitaire par rapport à l'Iran. Donc chacun est responsable de ses actes, y compris de diviser un mouvement de solidarité. Non, je vous le dis, ce que nous avons dit à l'époque, au début, et tous vos journalistes pourront en témoigner, c'est que ce qui est monté du bazar au départ, c'était des revendications sociales. Ils le disaient eux-mêmes. Donc on appuyait les revendications sociales. Dire qu'on qu'il y a une inflation effectivement extrêmement forte. Dire qu'on appuie un mouvement qui exprime des revendications sociales ne veut pas dire qu'on oublie la part du mouvement qui s'est au bout de quelques jours additionné, qui est celui traditionnel pour la liberté en Iran, pour le droit des femmes, etc. Donc tout ça, c'est de la mauvaise politique et de la récupération. Alors, également dans l'actualité internationale, vous l'avez évoqué brièvement, Éric Coquerel, l'autre actualité chaude, c'est évidemment le Venezuela. Nicolás Maduro, ces dernières heures, dit depuis sa prison new-yorkaise qu'il va bien, et Jean-Luc Mélenchon qui exige la libération et le retour de Nicolás Maduro libre au Venezuela. Est-ce que vous pensez comme lui ? Je vais vous répondre juste, je ne voudrais pas oublier un autre peuple dans cette région du monde qui continue à être massacré et terrorisé, qui est le peuple palestinien, à qui aujourd'hui les Israéliens ont enlevé les organisations humanitaires très importantes du monde, qui continuent à aller à Gaza de façon à être sûr de continuer le génocide comme il est. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus les oublier. Sur la question de Trump et de ce qui est en train de se passer, on voit bien que ça déborde très largement le cas de Nicolás Maduro ou du Venezuela. C'est le fait que les Américains, aujourd'hui, veulent de nouveau instaurer ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Mais ça, Éric Coquerel, ma question était plus précise. C'était, est-ce que Nicolás Maduro doit revenir au Venezuela ? C'est normal qu'il doit revenir au Venezuela. À partir du moment où on kidnappe un dirigeant d'un gouvernement en dehors de tout droit international, par la force, etc. Mais il doit revenir comme président. Vous m'écoutez, je dis que oui, on doit revenir sur un kidnapping qui est absolument scandaleux et contraire au droit international. Après, c'est au peuple, c'est au peuple vénézuélien de décider qui doit les diriger, y compris par les mobilisations qu'ils veulent. Je crois qu'il avait un peu décidé, le peuple étonnant vénézuélien. Parce que vous allez m'entraîner sur quelque chose où les victimes de ce kidnapping, c'est-à-dire Nicolás Maduro, mais en tant que représentant du peuple vénézuélien. Nicolás Maduro ? Du kidnapping, oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est Trump qui est la victime dans cette affaire ? C'est peut-être le peuple vénézuélien qui est... Monsieur Coquerel, on peut condamner l'intervention américaine tout en reconnaissant que Nicolás Maduro s'est maintenu au pouvoir par la force à l'issue d'un scrutin irrégulier en juillet 2024. Mais comme vous avez un angle d'entrée dans l'histoire qui est d'abord de condamner Nicolás Maduro et les dirigeants vénézuéliens et non pas de condamner l'intervention américaine, peut-être revenons au début du sujet. Vous considérez que c'est un président légitime ? Comment vous allez me poser la question bientôt vis-à-vis peut-être de la Colombie ? Comment vous allez me poser la question peut-être vis-à-vis du président colombien a été élu, vous voyez bien. D'accord, donc vous me poserez la question quand éventuellement Donald Trump interviendra par rapport à la Colombie, il l'a dit, par rapport à Cuba, par rapport au Groenland. On n'en est pas là, Eric Coquerel. On en est là, c'est ce que dit... Attendez, excusez-moi. Pardonnez-moi, on a du mal à comprendre. Pardonnez-moi, je vais revenir à la question. Vous êtes en train
d'entraîner la situation sur le fait de dire que l'intervention américaine... Non, on veut savoir si vous considérez Nicolas Maduro comme un président légitime. Oui, j'ai bien compris. Donc, la question, ça serait derrière, qui serait à poser principalement derrière un kidnapping, comme on a rarement vu dans le droit international d'un dirigeant, et une agression militaire qui, je vous rappelle, a fait plus de 100 morts au Venezuela. Donc, la question, ça serait pas comment on fait face à ça, comment on s'oppose à Donald Trump dans les quelques minutes que vous me consacrez, mais comment on fait en sorte de décider si oui ou non Nicolas Maduro doit revenir au Venezuela. Excusez-moi, ça c'est une question secondaire. La question principale, c'est comment on arrête les États-Unis d'Amérique qui manifestement ont décidé de refaire de l'Amérique latine. Ce n'est peut-être pas une question secondaire pour le peuple vénézuélien en l'espèce. Mais oui, alors c'est peut-être pas une question secondaire, mais c'est une question qui est secondaire par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde, c'est-à-dire où on a plusieurs empires qui sont en train de menacer la paix internationale, qui sont en train de casser le droit international et qui menacent même désormais, parce que c'est dommage, je ne vais même pas pouvoir vous répondre là-dessus, de manière très sérieuse, une partie de l'Europe avec le Groenland. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Effectivement, notre temps est compté. On aura l'occasion d'en reparler, évidemment. Éric Coquerel, un grand merci à vous. Vous êtes député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, président de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Et merci Camille Vigogne-Lecoat, le Nouvel Obs.